Salam alaikum. Salut Halim. Salut. Ça va? Ouais. Bon alors cette fois-ci c'est toi qui es de l'autre côté de la caméra, hein? Ouais, je vois, ouais. Ouais. Alors Halim, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où on est déjà? Ben, on est dans la vallée du Mazafran, D'accord. dans la commune de Douaouda. Mhm. Et là, c'est une portion de terre qui faisait partie de la propriété de mon père, qui s'évaluait à 5 hectares et demi à peu près. Et puis après le départ des parents, il y a eu donc les héritiers qui se sont partagés le terrain. Mhm. Et moi, j'ai hérité plus de la responsabilité du terrain que du terrain lui-même. D'accord. Je suis responsable de cette portion qui est un peu comme la bande de Gaza. Elle est verticale et elle monte vers le... Voilà, elle monte là, il y a à peu près, tu m'as dit... 1 hectare et un peu plus d'1 hectare. Lahiberk. Alors qu'est-ce que tu y fais ici? Eh ben, j'essaye de reconstituer ce qui était avant parce que cette terre, elle a subi quelques agressions. Ouais, tu peux justement nous faire un petit peu la chronique de cette terre en fait? Ouais. Alors, mon père a acheté ce terrain l'année de ma naissance, c'est-à-dire à 69 ans. Et pendant la colonisation, pendant la guerre de libération, à un moment donné, dans les années 58, 59, tout ça, il a fallu se sauver d'ici, parce que ça devenait dangereux. Après l'indépendance, on a récupéré la totalité du terrain. Et donc, mon père Qui était 5 hectares, c'est ça? 5 hectares et demi. Et mon père a repris son activité, il a remis en valeur ce qui avait été un peu abîmé et tout ça. Et il avait réussi, en choisissant scrupuleusement les variétés des fruits qu'il plantait ici, d'avoir de très bonnes oranges Pauphine, Thomson Pauphine, un excellent muscat, c'est le fameux muscat d'Alexandrie, qui ne se retrouve plus en Algérie. Par exemple, dans la région ici, il n'y en a plus qu'à Chenois, Draria, ce qu'il en reste, mais je crois que ça va être construit incessamment. Et après, il faut aller jusqu'à Ezefoun pour retrouver cette variété-là. Bref, cette terre-là, cette ferme, c'était une ferme, elle était réputée pour les femmes qui avaient des envies pendant leur grossesse. On les ramenait ici. Elles étaient sûres de trouver... Sûres de trouver les fruits qui les emballaient, puisqu'il y avait pratiquement des fruits toute l'année. D'accord. Donc ça allait très bien. Et puis un beau jour, il y a eu la politique qui s'est occupée de l'agriculture. Et la commune de Douaouda, comme elle n'avait pas de propriétaires nationaux, elle est venue faire célébrer la révolution agraire en nationalisant le jardin de mon père. Mon père ne s'en est jamais remis d'ailleurs. Et donc cette terre a été donnée à des gens qui n'avaient pas les moyens de l'entretenir, qui n'avaient pas... Des connaissances peut-être aussi. Même des connaissances et tout ça. Ils en ont fait après même une EAC, donc ils étaient plusieurs à se disputer ça. Et c'était à celui qui cueillait le premier, quoi. Donc il cueillait les fruits. EAC, tu peux nous rappeler ce que c'est? Ah oui, une EAC, c'est une entreprise agricole collective. D'accord. Autant dire un ring de boxe. Et donc, il y en a qui ont vendu les ceps de vignes, de muscat, comme bois de chauffage. D'autres ont taillé des arbres, d'autres les roseaux, donc il fallait vendre. Il y en a qui ont vendu les tôles ondulées qui étaient sur le hangar. C'était des tôles donc en fait, mais bon. C'était la dévolution agricole en fait, la dévaluation agricole. Ouais, la destruction agricole. D'accord. Et après ça, donc dans les années 90, en 91 je crois, il y a eu restitution des terres agricoles aux nationaux qui avaient été nationalisés. Et bien entendu, ils ont réalisé qu'il y avait eu une injustice flagrante concernant cette terre. Et ils nous l'ont rendu à mon père. Et mon père m'a dit, tu te débrouilles avec. Il m'a fait un papier pour que je puisse faire les démarches et tout ça et m'occuper de cette terre. Donc j'ai recommencé à replanter ce qui avait été dévasté. À l'époque, il y avait eu des plans nationaux d'aide aux agriculteurs, surtout à l'arboriculture. Donc j'avais planté 300 citronniers. D'accord. 300 citronniers, 4 saisons, ça démarrait bien. Il restait un peu de vigne encore que j'ai pu réactiver, mais j'étais obligé aussi de faire du maraîchage pour qu'il y ait des entrées d'argent avant que les citronniers ne poussent.
Donc on était sur cette relance-là, mais les années 90, on sait ce que ça a été après. Très vite, j'étais sur un tracteur en train de labourer quand un ami est venu me dire tiens, ils ont tué Boudiaf. Donc à partir de là, ça commençait à devenir craignos encore une fois. Il a fallu quitter la ferme. J'ai retrouvé des casemates, enfin des abris de terroristes ici. D'accord. Après, quand ça s'est calmé, encore une fois, ça a été dévasté. C'était un terrain de parcours pour les troupeaux de moutons et de chèvres. Donc, redémarrage, on réactive, on réessaye de remettre sur pied la ferme. Entre-temps, les parents nous ont quittés, donc il y a eu séparation des héritages. Mmh. Et voilà. Et donc je me suis retrouvé avec cette portion de la ferme qu'il y avait à l'époque. Et je recommence à planter encore une fois. Et je plante vraiment de tout. D'accord. Il n'était pas question de faire une exploitation spéculative parce que c'est pas assez grand. Et puis c'est une colline. D'accord. Tu m'as parlé de certains fruits là que tu plantes exotiques. Ah bah alors, oui, dès que je tombe sur un fruit exotique, je le ramène. D'accord. Alors j'ai des feijoas, des goyaves, des nèfles. Bien qu'elles soient japonaises, il y en a beaucoup ici, mais ça reste quand même un fruit exotique. J'ai des avocatiers, j'ai des anones, enfin. Et tout ça pousse très bien, succulent. Ça pousse très bien parce qu'on est dans un microclimat quand même qui est fantastique. Il ne fait jamais trop froid. D'accord. Il peut y avoir de la gelée certains hivers, mais uniquement sur la partie basse. D'accord. Parce qu'on est quand même dans le creux d'une vallée. Donc la partie basse peut avoir effectivement du gel qu'on retrouve le matin, de la rosée, tout ça, glacial. Mais sinon, dès qu'on grimpe un petit peu, il fait plus doux. Apparemment aussi, oui, ta terre, tu m'as raconté une autre mauvaise expérience qu'elle a subie aussi. Ah, oui. Alors, parce que là, ça va être la bonne transition. On va comprendre un petit peu pourquoi on s'est arrêté précisément dans cet endroit de ton terrain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors, une fois, j'avais quelqu'un qui s'occupait ici de la... Parce qu'il faut dire que toi, à la base, tu es réalisateur, Oui, moi, mon métier, c'est de faire de la réalisation audiovisuelle. Je me retrouve à m'occuper d'une terre juste parce que... Par passion et par conviction, je suppose. Au départ parce que mon père m'a responsabilisé et après j'ai trouvé ça agréable et très... gratifiant, voilà. Gratifiant, porteur de plaisir que tu es insoupçonné. Donc tu étais obligé donc, de confier quand même, quand tu partais en mission et tout, de confier ta terre à quelqu'un. J'avais quelqu'un de permanent qui était là pour assurer donc la permanence. Et une fois, il y a les enfants d'un ancien potentat du pays qui ont carrément cassé une colline pour soi-disant faire une usine pharmaceutique. Donc ils ont descendu une colline pour aplanir un terrain et construire dessus cette fameuse usine qui n'a jamais vu le jour, bien entendu. Bien sûr, bien entendu. Et quand ils ont enlevé la terre, la bonne terre elle est partie, je ne sais pas où, mais la mauvaise terre qu'ils ont enlevée, ils l'ont ramenée au gars que j'avais laissé ici, qui n'était pas très perspicace. Ils lui ont dit voilà, on te ramène de la bonne terre agricole. Il leur a ouvert tout grand le portail. Et il y a eu plus d'une vingtaine de camions qui m'ont ramené. Qui ont déversé. Ils ont déversé tout ce qui les encombrait au lieu d'aller à la décharge publique où il faut payer tout ça. Ils ont tout ramené ici. Là. Donc au retour de mission, je trouve des tas de terre. D'ailleurs, on verra tout à l'heure. En face aussi, il y a à peu près un tableau analogue. Et donc il a fallu que j'enlève toute cette mauvaise terre, ces cailloux qui m'avaient ramené. J'ai enlevé tout ça, mais c'était impossible de retrouver la terre la fertilité, la terre originale, ouais. Qui était une très bonne terre. Moi, j'ai une amie qui est en France au sein l'INRA, peut-être. L'INRA, voilà. Elle était spécialiste de la tomate, de la culture de la tomate. Quand elle est venue ici, elle m'a dit tu as la terre idéale. Pour faire de la tomate. Pour faire de la tomate, pour faire du maraîchage et tout, parce que orienté vers l'est, donc le matin, le soleil tape en plein dedans et ça enlève la rosée assez tôt. Et la terre, c'est une terre rouge.
bizarrement, quand on traverse la route, là-bas elle est tufeuse et jaune, de ce côté elle est rouge, ferrugineuse, enfin bref. Il y a effectivement peut-être sûrement un microclimat ici. Voilà, favorable. Et l'orientation aussi et la présence de la mer qui est quand même pas loin, qui ramène cette humidité en été et qui permet, je pense, à l'humus de mieux se constituer, enfin se développer. Tout ça. Et donc, à un moment, donc, si on accélère un petit peu dans le temps de l'histoire, il y a un moment, tu penses à un échange de bons procédés qui pourrait permettre justement, déjà tu entends parler de l'agroécologie, de la permaculture. Tu connaissais déjà avant, je pense que dans tes travaux, dans ce que tu as, dans tes travaux, ton travail au Sahara, tu as peut-être dû avoir déjà une petite intuition de ce que c'était. Ah bah oui, pour moi la permaculture, je l'avais vue dans la région de Timounoun où j'étais assez fréquemment, parce que c'était une agriculture vivrière, mais une agriculture intelligente, parce qu'elle s'auto-reproduisait, quoi. Elle s'inscrivait dans le cycle de la vie. Ils savaient ce que c'était le compost avant même que je sache que ça s'appelait comme ça. Ils savaient utiliser les excréments des petites bêtes qu'ils avaient, les animaux domestiques et tout ça, pour fertiliser le sol. Ils avaient une rationalisation de l'usage de l'eau qui est merveilleux. Il n'y avait pas une goutte d'eau qui partait en gaspillage. Tout était bien étudié et tout ça. Et leur jardin, enfin une oasis, c'est la plus belle projection de l'image qu'on a du paradis sur Terre. C'est vraiment en plein milieu de l'enfer, ils ont créé des paradis de verdure. Ouais, ne pas oublier que d'ailleurs le concept d'agroécologie a été en grande partie, pas seulement, mais inspiré et surtout remis au goût du jour en France, par exemple, par un monsieur qui est né dans une oasis et qui a fait beaucoup la promotion de cette culture. Et donc, on en revient à cette petite oasis, la tienne, là, que tu as, au fur et à mesure que tu es en train de faire sortir de cet enfer de béton. Là, on entend l'autoroute derrière et tout. On sent vraiment que la région, elle a été bétonnée, hein, quand même. Il y a vraiment ce genre de lieu, ce sont de véritables oasis. Et donc, à un moment, il y a eu d'autres permaculteurs, des agroécologistes qui, eux aussi ont subi, on va dire, les aléas de nos sociétés. En tout cas, ils ont dû à un moment... Ils ont été déboutés, ils ont été obligés de quitter un terrain où ils avaient effectivement... On leur avait attribué des parcelles et tout ça. Où ils avaient commencé à développer, voilà. Voilà, ils avaient planté, ils avaient récolté des belles choses et tout ça. Et ils sont retrouvés à la porte. Donc j'en ai accueilli quelques-uns. D'accord. Ils sont venus ici et on a fait un troc. Moi, je leur ai proposé cette parcelle plate qui est plus facile pour eux à travailler. En échange de quoi, ils la fertilisent, puisqu'ils ramènent leur compost, ils font des plantations où ils réutilisent donc tout ce qui est feuillage, verdure, tout ça. Et le paillage aussi qui permet d'entretenir le sol, de le garder toujours humide, frais, fertile et facile comme terre, facile à travailler. Voilà, moi ce qui m'a intéressé dans ta démarche justement, c'est que tu aurais pu te contenter de te dire ah tiens j'ai un terrain, je vais le louer à des gens qui cherchent à planter et tout. Et je pense que tu as compris que la valeur du travail qu'ils allaient fournir sur ta terre, comparée à l'éventualité d'un loyer que tu allais louer, elle était vraiment minime. Enfin la valeur par contre de leur travail était incommensurablement plus intéressante. Intéressant, c'est clair, ouais, bien sûr. Comme je t'ai dit, comme le terrain avait subi la dernière violence avec une terre qui n'était pas fertile, qui est venue se poser dessus, tout ça, même quand je l'ai fait enlever, il en restait des séquelles. Eux, en revenant travailler cette terre, ils la refertilisent. D'accord, en plus avec des méthodes qui sont... dans la culture bio, dans la permaculture, où il n'y a pas de produits chimiques. Voilà, ils font que du bien à ta terre. Ça fait combien de temps maintenant alors que cette expérience de partage... Ça fait 2 ans maintenant. Et alors, tu sens déjà que ta terre, elle a repris un peu... Ah bah c'est clair, quand je vois ce qu'ils arrivent à produire, c'est clair que ça a été le bon choix.
En plus, ouais, alors en plus, ce qui est très intéressant aussi, c'est que quelque part, il y a aussi un aspect social, parce que ça a permis aussi de créer, quelque part, de créer un emploi aussi, puisque tu n'auras pas demandé, tu vas pas demandé de loyer, tu as demandé qu'on fasse travailler, qui travaille ta terre, qui la fertilise, mais tu as demandé aussi à ce que, justement, il participe aux frais de l'installation d'un gardien ici. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'un gardien, surtout d'un bon ouvrier agricole. Qui leur donne des conseils lui aussi en plus. Qui donne des conseils, qui fait le travail qu'ils ne peuvent pas faire, qui est pratiquement en permanence ici. Et donc, voilà, ça lui permet d'arrondir ses fins de mois. Et il vient leur accorder une part de sa force de travail pour continuer ce qu'ils entament. Et de temps en temps, il lui demande comme ça des opérations, mais en même temps, il entretient l'ensemble pour la collectivité. D'accord. Qu'ils soient indemnisés par les gens qui viennent travailler leur parcelle ici. Pour finir, est-ce que tu ne penses pas justement, Halim, que quelque part, on a ici l'intuition d'un modèle qui pourrait être reproduit ailleurs, et surtout sachant qu'on n'est pas très loin d'une ville et qu'on est là quoi, on est à quelques dizaines de kilomètres d'Alger. On pourrait imaginer justement on va dire en contre-culture à cette culture de l'agriculture intensive, de la standardisation, peut-être multiplier tous ces expériences de jardin partagé dans des terrains peut-être qui, comme le tien, ont subi quand même de graves agressions. Peut-être que d'autres propriétaires pourraient commencer à réfléchir. Et sachant qu'en plus, c'est un véritable modèle social, puisque je suppose qu'il y a une organisation qui se met en place. Ça me fait penser aussi à une chose. Ouais. Alors avant qu'elle m'échappe, je te le dis. Bien sûr. C'est que même les gens qui font de l'intensif, eux-mêmes, s'ils consomment leurs produits, ils s'empoisonnent. Mais en général... Donc je leur recommande au moins de réserver une partie pour de l'agriculture intelligente. Ouais, intelligente. Pour leur santé et la santé de leurs enfants. Ouais. Donc c'est pas un cadeau qu'ils vont faire. C'est au contraire, ils vont acheter la bonne santé en laissant des gens venir faire de la permaculture chez eux. Pas sur toute leur propriété, mais au moins sur une partie où ils pourront, eux, consommer enfin des choses Bien saines. sûr, moi surtout je pensais à peut-être plutôt des gens comme toi, des urbains qui ont des terrains à l'abandon, qui n'utilisent pas forcément, ou que justement dont on leur a dit que ces terrains aujourd'hui n'étaient pas fertiles, étaient inutilisables. Moi je pense que peut-être ces gens-là devraient réfléchir justement à mettre à la disposition Après il y a des modèles, il y a une organisation. C'est sûr que l'idée c'est pas d'ouvrir son terrain à n'importe qui. Il commence à y avoir au moins depuis 5 ans des associations qui organisent ce genre de choses. Il y en a peut-être d'autres à créer, parce que la biodiversité, c'est bien aussi dans le milieu associatif, hein, la diversité. Mais voilà, moi je pense que quelque part, il y a un grand intérêt à développer ce genre d'agriculture, parce que, comme disait justement ce fameux monsieur qui a amené l'agroécologie justement qui en a fait, comment dirais-je, même une mode, il disait que planter un jardin, c'est un acte politique. Voilà. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et puis en Algérie en particulier, bon, il va falloir maintenant qu'on réfléchisse sérieusement à l'exploitation de toute cette potentialité. Il y a de la terre en jachère partout autour de nous. C'est quand même criminel. Quand on sait que par ailleurs, il y a des gens qui, même avec des diplômes universitaires, n'arrivent pas à trouver un travail valorisant, l'association est vite faite. Est-ce que il faut mettre la terre au service de ceux qui veulent la cultiver. Est-ce que tu ne penses pas justement, moi j'ai l'impression aussi que quelque part on assiste à un phénomène un petit peu, on va dire, contradictoire, où aujourd'hui ce sont peut-être les gens de la ville, des gens qui ont un certain niveau culturel, un niveau d'études, et qui en fait eux reprennent conscience de la valeur de la terre, alors qu'il y a eu toute une génération de gens, je parle de ton âge et du mien, qui eux ont tourné le dos à la terre pour venir justement, en général, se clochardiser en exagérant, en tout cas souvent se retrouver dans des conditions de vie qui sont peut-être
qui leur donnent l'impression d'un confort moderne, mais souvent qui sont plus précaires. Donc, est-ce que justement aujourd'hui, c'est un appel qu'on lance aussi à nos responsables, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas temps justement de, en fait, d'urbaniser les campagnes, mais dans le bon sens, c'est-à-dire de permettre aux urbains qui ont envie de retourner à la terre, leur donner les moyens de le faire. Et je pense souvent d'ailleurs que les seniors, moi je suis persuadé qu'il y aurait un réseau après la retraite pour permettre aux gens, aux retraités, justement de continuer à avoir une activité, et une activité qui serait en fait intéressante pour la communauté, c'est-à-dire des jardins partagés qui appartiendraient à des quartiers, à des communes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Oui, surtout qu'on ne peut pas se déployer ni dans l'industrie, ni dans les technologies modernes, ni rien du tout. On n'est pas assez bien classé dans ces secteurs-là, tandis que l'agriculture, elle est à notre portée. Tu sais, moi je pense que en fait les choses, tout a un lien. Et je pense que effectivement, peut-être en retrouvant les chemins de la terre et en retrouvant les chemins justement de cette culture de la sobriété créatrice, c'est-à-dire de savoir à nouveau produire avec les moyens du bord et en intelligence avec notre environnement, je suis persuadé que c'est cette génération-là qui donnera les futurs grands ingénieurs. N'oublie pas que par exemple les Japonais ont réussi à passer vraiment d'un des pays les plus archaïques au monde à un pays qui est à la pointe de la technologie, peut-être un peu trop, hein, mais justement parce qu'il y avait ce terreau culturel. Et moi, je pense que chez nous, c'est ce qui nous fait défaut justement pour arriver à ça. Donc moi, je reste optimiste justement sur notre capacité à produire ce genre d'ingénieurs, à être à la pointe de la technologie, mais il faut commencer par la base. Et la base, c'est l'intelligence avec la nature. Les enfants de ceux qui vont travailler cette terre, qui vont vivre dans un monde cohérent. Voilà. Parce que l'agriculture, c'est d'abord de la cohérence et de l'adaptation au climat, aux différents accidents climatiques ou sécheresse et tout ça. Donc c'est aussi du développement de l'intelligence, de pouvoir s'adapter à chaque fois. Et une fois qu'on a ça, effectivement, on peut, à partir de cette base-là, se développer, se moderniser. Par exemple, l'intérêt d'avoir les satellites, Internet, les trucs, c'est justement de pouvoir être au milieu de la campagne tout en étant branché sur le monde. Voilà. Ça, aujourd'hui, on l'a, c'est magnifique. Bien Vivre sûr. à la campagne, ouvrir sa fenêtre sur de la verdure et en même temps pouvoir parler à quelqu'un qui est à Honolulu ou à Bamako, c'est magnifique, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Moi, la première fois où j'ai vu un téléphone portable, c'était un gros boîtier comme ça, qu'il fallait se balader dans la bagnole et tout, en me disant, mais ça y est, je serai plus isolé si je suis là, tout seul, au milieu de mon verger. Je vais même te raconter une petite histoire rapidement pour te parler de connexion. Tu sais, moi, mon grand-oncle, la dernière fois que j'ai parlé avec lui, donc lui, c'est un berger, il est agriculteur, il n'a jamais connu le portable de sa vie ou quoi que ce soit. Et une des dernières conversations que j'ai eues avec lui, je me souviendrai toute ma vie, il m'avait parlé de ma montre. Il m'avait dit, je me souviens très bien, le monde dans lequel tu vis, c'est un monde de montres en plastique. Alors je vais te donner un conseil. À mon avis, quand j'observe tes montres, je peux te garantir que la responsabilité n'est pas au goût du jour. Donc si j'ai un conseil à te donner, quand tu manges de la viande, renseigne-toi. Qu'est-ce qu'elle a mangé et qui l'a cultivé? Parce qu'il m'a dit, tu risques sûrement dans le monde dans lequel tu es. Moi, j'y suis jamais allé, mais je le sens. Quand je suis rentré en France, et il y a eu le scandale de la vache folle. Tout ça pour te dire que peut-être que même en revenant avec cette nature, on va redécouvrir des connexions, parce que ce monsieur-là, c'est une des personnes les plus connectées avec la réalité que j'ai connue et le plus connecté avec le monde. Il pouvait me parler de choses qui se passaient, même ma grand-tante Noara, tu sais, elle regardait le ciel comme ça, même encore aujourd'hui, et elle me dit, ah, à Alger, à mon avis, va faire tel temps. J'exagère un peu, mais à peine. Parce qu'ils ont la conscience du monde. Ben écoute Halim, je te remercie beaucoup. De toute façon, on aura sûrement l'occasion de reparler de tout ça. Et puis, et même peut-être ensemble d'arpenter un petit peu les chemins d'Algérie pour aller à la rencontre de tous ces gens qui justement ont envie de faire la nouvelle révolution, voire l'évolution agricole. Et je vais te montrer l'équivalent de ce que était ce terrain quand on m'avait déposé plus d'une vingtaine de chargements de mauvaises terres. D'accord, merci beaucoup. Ça à la fin. Ça marche, merci, à bientôt.